Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Objectif Santé. Octobre Rose, c'est le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Avec 51 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, on estime qu'une femme sur 8 y sera confrontée un jour. Nous allons voir qu'une plateforme téléphonique SOS Urgence Sein vient d'être créée dans la région. Et nous rencontrerons des chefs étoilés qui cuisinent pour des patientes opérées le jour même dans une clinique aixoise. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous sur ce plateau le docteur Véronique Vénicohen, chirurgien gynécologue spécialisé dans la pathologie mammaire à la clinique Rambaud-Provençal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'Ivana Fagiano, patiente en rémission après 2 cancers du sein. Bienvenue également. Bonjour. Alors, on l'a dit, en France, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. Est-ce qu'il touche toutes les femmes de tous les âges ou bien il concerne surtout les femmes plus âgées après 50 ans, docteur Vénicohen? Alors en fait, il touche toutes les femmes, enfin surtout si vous vous adressez aux professionnels de santé, parce que nous, on a un biais de sélection, on voit des patientes jeunes et des patientes plus âgées. Donc effectivement, ça nous marque la jeune femme de 20 ans ou de 25 ans, ou la personne de même 100 ans, 101 ans, que j'ai opérée récemment. Mais quand même, en moyenne, le pic de fréquence est de 63 ans. C'est pourquoi le dépistage commence après 50 ans. Ivana Fagiano, vous avez été touchée 2 fois par le cancer du sein. La première fois, c'était en 2000. Comment vous l'avez découvert? Eh bien, je prenais ma douche, tout simplement, et dans les mouvements autour du sein, en me savonnant, je me suis aperçue que j'avais une grosseur qui m'a inquiétée, et donc je suis allée consulter un spécialiste. Comment on le détecte justement, oui, ce cancer? Les symptômes, c'est souvent une boule dans le sein, c'est visible, pas forcément visible tout le temps? Alors ça peut être, c'est pour ça qu'on préconise en France, mais pas dans d'autres pays. Par exemple au Canada, ce n'est absolument pas préconisé, l'autopalpation fait par les patientes. Alors ça peut être la modification de couleur, l'apparition d'une attraction, d'une ride cutanée. Ça peut être un écoulement et aussi un symptôme que l'on oublie beaucoup et qui est vraiment le témoin d'un cancer du sein, d'un cancer un peu particulier, c'est l'eczéma, le prurite au niveau du mamelon. Alors on voit que les patientes sont allées chez les dermatologues, ne savaient pas, ont appliqué des crèmes, mais c'est quelque chose d'important. À surveiller, oui, quoi. À surveiller. Et justement, cette autopalpation, pour apprendre à la réaliser, ça se passe comment? On fait le tour du sein et régulièrement, c'est ça, tous les mois, pour voir s'il y a quelque chose qui a changé? Alors ce qu'il faut, c'est le faire entre les examens, bien sûr, faits par votre médecin traitant ou votre gynécologue. Chez les femmes qui ont encore leurs règles, on préconise de le faire à peu près 1 semaine, pas plus tard après la fin des règles, de façon à ce que les seins soient souples. Donc devant la glace, les bras le long du corps, il y a toute une technique, les bras sur les hanches, en position penchée. Mais le bémol est qu'en fonction du type de sein, il y a des femmes qui ont des seins mastosiques, qui ont des seins granuleux, et ça peut être source d'angoisse. Donc il faut quand même un peu moduler cette autopalpation. Et surtout aller voir un spécialiste en cas de doute. Voilà. Ivana, après l'annonce, ce qui a été le plus difficile pour vous, c'est l'attente, c'est ça, les examens qui se multiplient, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là? Eh bien, l'attente est très très dure parce que vraiment, on ne sait pas à quelle sauce on va vous manger. Et là, je me permets de rebondir vers le docteur Vénicohen qui a mis au point maintenant un examen et qui permet d'avoir les résultats en 3 jours au lieu de 15 jours, voire 3 semaines, hein, si ma mémoire est bonne. Malheureusement, moi, à l'époque, il n'y avait pas encore ce système, mais on est dans l'angoisse et il faut être entouré par la famille, les proches, c'est très important. Alors, Octobre Rose, c'est le mois dédié donc au cancer du sein en France, avec de multiples initiatives pour parler de la maladie et sensibiliser les femmes au dépistage organisé. Justement, des chefs étoilés se mobilisent également et cuisinent même pour les patientes opérées d'un cancer du sein. Cela se passe à la polyclinique du parc Rambaud-Provençal d'Aix-en-Provence. Regardez, c'est tous les jeudis du mois d'octobre.
Au menu du dîner, coquille Saint-Jacques, chou rave, champignons sanguins, accompagnés d'une crème de châtaigne. Mais ce soir, les chefs ne servent pas les assiettes dans leur restaurant, mais apportent en personne ces plateaux étoilés dans les chambres des patientes de la clinique provençale. Ça fait 3 ans qu'on fait la cuisine pour Octobre Rose. L'idée, c'est de faire un plat complet, comme on pourrait faire dans notre restaurant, pour des patients qui viennent d'être opérés. On fait la même chose qu'on fait chez nous, c'est-à-dire une bonne cuisine, goûteuse, savoureuse, avec des bons produits. Voilà, et les gens, je pense qu'à chaque fois, ils ont la surprise de retrouver cette cuisine qu'on fait dans nos restaurants au sein d'une clinique qui n'est pas commun. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que je pense que c'est important. La cuisine, à la base, c'est le partage. Et voilà, participer à donner un peu de réconfort, un peu de plaisir quand on sort d'une douloureuse opération, c'est important, oui. Tous les jeudis du mois d'octobre, à la Polyclinique d'Aix-en-Provence, des chefs étoilés de la région se relaient pour cuisiner de bons plats aux patientes opérées d'un cancer du sein le jour même. Un service comme au restaurant, avec cerise sur le gâteau, un verre de champagne et même une rose. Un véritable réconfort pour les patientes. On y pense, donc on a un peu oublié notre stress. On en parlait un peu, puis on parlait d'autres choses. Ça a aidé à oublier le stress de l'opération. Ça a été dur depuis ce matin, à jeun, et puis un peu quand même de stress. Et voilà, ce soir, c'est magnifique. Une initiative du docteur Vaeni Cohen qui opère les femmes atteintes d'un cancer. Nous, on a surtout favorisé le bien-être des patients parce qu'on s'est dit que de bien manger, c'était important, on allait être mieux, guérir plus facilement. Et donc, j'ai eu l'idée de faire venir des chefs étoilés qui préparent le repas au mois d'octobre à toutes les patientes qui sont opérées d'un cancer du sein. Tout au long du mois d'octobre, elles peuvent également bénéficier de conseils personnalisés d'une équipe de diététiciennes. Le cancer du sein touche une femme sur 8, d'où l'importance de se faire dépister. Cette année, il a été ouvert une plateforme téléphonique qui s'appelle SOS Urgence Sein, avec un numéro de téléphone dédié pour cela. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les patientes qui ont senti un nodule, qui ont une mammographie anormale, qui ne comprennent pas leur traitement, qui veulent un autre avis, peuvent appeler et elles auront différents professionnels de santé de façon à répondre à leurs questions. Un reportage signé Florence Giroux. Docteur Vaeni Cohen, vous portez cette initiative. Alors quel est l'objectif pour les patientes? Leur faire oublier un petit peu ce moment difficile? Alors en fait, il y a 3 ans, quand la direction m'a demandé qu'est-ce qu'on allait faire comme action pour Octobre Rose, dans les actions d'Octobre Rose, on peut favoriser le dépistage, en parler, on peut parler des traitements actuels, des nouveaux traitements, mais aussi du bien-être des patientes, la prise en charge globale. Et je me suis dit que finalement, les patientes, il fallait peut-être les réconforter en leur proposant un bon repas, un excellent repas même, puisqu'il est préparé par des chefs étoilés, mais surtout, il fallait que les chefs étoilés viennent dans l'établissement. Au début, je m'étais dit peut-être on va leur donner une invitation, mais elles n'ont pas envie après de partir, d'y aller. Elles sont fatiguées. Bon, vous savez que le cancer du sein, hélas, les patientes perdent leurs cheveux. Donc, on s'est dit, on va faire venir les chefs étoilés. Et grâce à Jean-Marc Banzo, qui était le chef donc doublement étoilé emblématique de notre région, il m'a permis de fédérer d'autres chefs qui sont venus préparer les repas. Ça fonctionne bien. Et, très bien. Combien de patientes sont comme ça, bénéficient d'un repas de ce type? Alors, toutes celles que j'opère le jeudi du mois d'octobre, entre 7 et 10 patientes. D'accord. Ivana Fagiano, vous avez eu des petites attentions comme ça? Et non, malheureusement pas. Mais qu'est-ce que ça peut apporter justement? Je trouve que dans un moment si grave dans lequel on se trouve, une attention exceptionnelle comme celle-là, un repas par des chefs étoilés, je trouve que c'est une superbe idée, vraiment. Alors on en a parlé un petit peu, une plateforme en ligne vient de voir le jour. Elle s'adresse donc aux femmes et elle leur permet de poser toutes leurs questions. Ça touche même 3 départements, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'est comme disait Ivana, le délai d'attente est très délétère et anxiogène. Alors, quand on sent un nodule, on voudrait aller voir un chirurgien ou avoir un rendez-vous pour une mammographie.
Et quand on étudie les délais d'attente, c'est extrêmement long. Donc on s'est dit, ces patientes-là, ou les patientes qui veulent un deuxième avis, ou les patientes qui n'ont pas compris leur traitement, ou les patientes qui sont en cours de traitement et qui ont des douleurs et qui veulent consulter un médecin spécialiste de la douleur, on s'est dit qu'il fallait qu'elles aient un rendez-vous, un contact immédiat. Donc une vingtaine de spécialistes se relaient, c'est ça, et leur répondent? Tout à fait, en fonction, et les patientes sont orientées vers le spécialiste qui leur est nécessaire. Et ça ne va pas durer uniquement qu'au mois d'octobre, ça va perdurer longtemps. Ce sera pérenne, oui. D'accord, oui, un vrai soutien. Ouais. Ivana Fagiano, vous étiez très sportive, vous faisiez beaucoup de tennis, notamment avant le cancer, et vous vous êtes ensuite mise à voyager, c'est ça? Pourquoi ce choix-là? Parce que j'avais envie de croquer la vie et puis j'avais le sentiment de profiter. Et puis pour moi, voyager, c'était très important. On vous voit d'ailleurs là sur la muraille de Chine. Oui, entre chaque chimio, les amis m'ont emmenée et m'ont permis de passer des moments formidables. Oui, c'est important. Et quand je revenais de ces chimios, que je rencontrais le cardiologue avant la chimio, il me disait « Madame Fagiano, vous allez bien ?» Je lui dis « Oui, oui, oui. » Je dis « Je reviens de la muraille de Chine. » Il me dit « Mais vous vous foutez de moi ou... » Je dis « Non, 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 c'est vrai. » Non, il faut, je pense, pas avoir peur de faire tout ce qu'on a envie, de ne pas se renfermer sur soi-même. C'est important. C'est un message que vous faites passer également à vos patientes? Oui, effectivement, oui. Il faut qu'elles aillent surtout à leur rythme, parce qu'il y en a qui ont des moments où elles sont plus fatiguées, mais il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas se limiter. Mais souvent, c'est plutôt la famille qui a tendance à limiter les patientes, à un peu trop les conseils collatéraux, fais pas ci, attention. Donc vous leur prouvez qu'elles peuvent y aller et puis la famille suit ensuite. Alors le dépistage gratuit et organisé, donc il se passe beaucoup, on en parle beaucoup en ce moment. Concrètement, il concerne surtout les femmes après 50 ans pour le dépistage là? Alors le dépistage qui a été organisé grâce au plan cancer concerne les femmes entre 50 et 74 ans. Et tous les 2 ans, donc elles sont conviées à faire une mammographie où elles reçoivent soit la lettre l'invitation dans la boîte aux lettres, soit c'est le médecin qui peut leur prescrire. Et ça concerne les femmes qui sont en bonne santé. Et souvent le dépistage, les patients disent non, moi j'ai rien senti, j'ai pas d'anomalie, dans la famille personne n'a eu de cancer du sein, et elles n'y vont pas. Donc ce dépistage est important. Et la mammographie, est-ce que c'est un examen douloureux? Comment ça se passe, Ivana, une mammographie? On dit que... Je crois que ça dépend des personnes. Moi, personnellement, c'est un examen qui n'est pas très agréable, mais qui n'est pas douloureux. Mais je pense que ça dépend des patientes. Et justement, on peut se faire dépister avant 50 ans, parfois, en cas d'alerte, etc. Et passer cet examen s'il y a une présence d'une boule ou quelque chose qui... Voilà, par exemple, moi j'ai 3 filles qui se font suivre régulièrement et elles n'ont pas 50 ans, mais elles sentent le besoin de surveiller. Et comment on explique que justement ce dépistage, cet examen en tout cas, soit encore un petit peu boudé en France? On dit que la moitié des Françaises n'y vont pas encore. Comment on peut les convaincre? Alors déjà, comme je vous disais, c'est parce que les patientes en pleine forme, en bonne santé, qui n'ont rien senti, ne se sentent pas concernées. Après, il y a cette angoisse, il y a des patientes qui disent « Ah non, non, ça fait mal ». Il y a des patientes qui ont peur de faire l'examen. Et puis, souvent, elles privilégient le dépistage individuel. Mais le dépistage individuel a un petit inconvénient, ce qui est bien dans les dépistages organisés, c'est que vous allez chez le radiologue de votre choix à condition qu'il soit agréé. Pour être agréé, pour faire le dépistage, il faut que le radiologue ait lu 500 mammographies par an, donc c'est quand même un critère de qualité. Donc vous allez faire votre mammographie. Si cette mammographie est normale, elle est systématiquement envoyée à ce qu'on appelle des radiologues des deuxièmes lecteurs. Et eux, ce sont des experts en mammographie parce qu'ils lisent au moins 2000 mammographies par an. D'accord, on a un double regard. Double regard, voilà, une double lecture, ce qu'on appelle la double lecture. Et on retrouve sur des mammographies normales 10 à 15% d'anomalies.
D'accord, ouais, c'est vraiment intéressant de bénéficier justement de ce regard-là. Oui. Et justement, un cancer dépisté tôt se soigne bien. C'est ça aussi qui est important à savoir. Plus on le détecte tôt, plus on peut agir. Aujourd'hui, quels sont un peu les chiffres qu'on a justement en fonction de si on détecte à telle durée, combien de femmes vont être guéries? Alors, un cancer, bien sûr, dépisté tôt sera d'une taille plus petite, et plus la taille est petite, moins le cancer aura eu le temps d'envahir d'autres tissus, et moins les traitements seront lourds. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, la survie en 20 ans, et grâce au dépistage et aux traitements qui sont performants, est passée de 81 à 87% de survie à 5 ans, ce qui est quand même de très beaux chiffres. Et alors, certains parlent de surdiagnostic. Est-ce que pour vous, il y a surdiagnostic ou justement non, pas du tout? Parce que, quel est votre point de vue sur ça? Alors ça, c'est une critique du dépistage de masse, parce qu'effectivement, on trouve des cancers de petite taille. Alors, est-ce que ces cancers de petite taille, peut-être, ne se seraient pas développés? Et le fait d'avoir un doute sur une image va entraîner d'autres examens, comme une biopsie, qui peut être angoissante, l'attente de résultats. On a parlé de surdiagnostic, mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on trouve des cancers de petite taille et ça permet vraiment de pouvoir traiter. Ivana, en 2010, on vous annonce un deuxième cancer du sein, plus lourd. Comment vous avez réagi? C'est quand même rare d'être touchée 2 fois. Eh bien, quand j'étais dans la pièce où je me rhabillais après ma mammo, je sortais plus de la pièce parce que je pleurais à chaudes larmes. C'était un peu un effondrement parce que je me disais, 10 ans après, je suis allée faire mon contrôle vraiment le cœur léger et sans crainte. Et c'était pas une récidive pour le coup? Non, c'était un deuxième cancer, sur le même sein, mais un deuxième cancer. Et après, j'ai réagi comme pour le premier. Après le choc, je me suis battue. Je pense qu'il y a 2 choses qui interviennent. C'est le caractère de la personne, mais ça, c'est chaque personne qui est différente. Et puis après, il y a l'affectif, l'entourage, le social. Je trouve que c'est ce sont 2 choses très importantes. Vous avez été portée par votre famille, vos amis? Oui. Mes enfants, mon conjoint. C'était très important. Au niveau des avancées technologiques dont bénéficient les femmes aujourd'hui, quelles sont-elles? On peut réaliser des interventions très rapidement, notamment aujourd'hui. Alors, des interventions très rapidement. Ce qu'on a essayé de privilégier, c'est le diagnostic en un jour, enfin entre 24 et 48 heures, entre le moment où on fait la mammographie, la biopsie et où on a le résultat. Donc, on sent encore une diminution des délais. Des interventions aussi rapidement, une désescalade chirurgicale grâce à des techniques comme par exemple le ganglion sentinelle. Au lieu d'enlever une dizaine de ganglions sous le bras, on en enlève un qui est en fait le chef de file et qui donne l'information. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit sur cette image. Voilà, donc un seul ganglion, ce qui permet quand même de ne pas avoir de limitation du bras, de ne pas avoir de gros bras, etc. Il y a une désescalade aussi dans la chimiothérapie, puisqu'on va proposer aux patientes, certaines patientes qui ont donc un certain type de cancer, de réaliser sur les cellules tumorales un test sur les gènes. On étudie 21 gènes, donc ce morceau de pièce opératoire est envoyé aux États-Unis et on a un résultat sous forme d'un chiffre qui va nous dire si vraiment la chimiothérapie est nécessaire ou non. D'accord, c'est des thérapies très ciblées. C'est fantastique. Ça, c'est vraiment de savoir. De ce fait, on arrive à éliminer quand même un certain pourcentage de patientes qui ne nécessitent pas de chimiothérapie. Alors ça, on l'a mis en place depuis 2014 à la Polyclinique Rambaud-Provençal et grâce au docteur Jean-Loup Mouisset, puisqu'on a obtenu la gratuité du test très tôt. C'est des tests qui coûtent 3 000 euros. Maintenant, ils sont remboursés. Là, sur ces images, on voit donc c'est la technique du ganglion sentinelle. De quoi il s'agit? Justement, c'est le fait de repérer ce ganglion pour pouvoir l'étudier. Voilà, on injecte un produit, un colorant qui va passer dans les vaisseaux lymphatiques du sein, puisque le sein est une éponge lymphatique. Ces vaisseaux lymphatiques se dirigent jusqu'au premier relais, jusqu'au ganglion. Donc on imagine que les cellules cancéreuses, bien sûr, font la même chose. Et ça nous permet de détecter ce ganglion, celui qui est comme la sentinelle à l'entrée d'une caserne, celui qui attend et qui a l'information. Donc on enlève le ganglion, on le fait analyser au microscope
D'accord, par vous nos utilisez confrères. là, c'est un colorant qu'on voit Voilà. pour le détecter, c'est Oui, ça? alors nous on utilise, donc il y avait soit un colorant faiblement radioactif et on a arrêté. Et on utilise donc un colorant à base de particules de fer, donc on l'appelle entre nous le colorant bio, puisque même faible radioactivité, on n'utilise plus celui-là. On peut utiliser aussi un colorant bleu, qui est du bleu patenté. Donc le ganglion a été extrait. Donc Et là, on a ça un nous- compteur de façon à vérifier que c'est bien lui, c'est lui qui a la concentration maximale de produit. Et le médecin anatomopathologiste va le découper et va regarder déjà au bloc opératoire s'il contient des cellules cancéreuses ou non. D'accord, et en fonction évidemment de ce résultat, on décide d'une intervention ou pas, d'un traitement ou pas. Alors, on décidait, parce que là aussi, on avance. Avant, quand le ganglion sentinelle était envahi par les cellules cancéreuses, il fallait en enlever d'autres. Mais maintenant, on commence à s'apercevoir que c'est peut-être pas utile. Voilà. Donc évidemment, c'est au cas par cas. Au cas par cas, on décide si on poursuit l'intervention ou non. Les techniques de reconstruction mammaire ont aussi énormément évolué. Quelles sont aujourd'hui les plus courantes? Est-ce que les femmes optent plus pour des prothèses actuellement? Alors, est-ce que les femmes optent? On ne leur laisse pas toujours le choix. Ça dépend aussi de notre façon de procéder, puisque on s'est quand même rendu compte qu'il fallait faire attention. Il fallait d'abord privilégier le traitement médical. S'il y a de la radiothérapie après la chirurgie ou de la chimiothérapie, les prothèses ne supportent pas très bien ce genre de traitement. Donc, bien sûr, quand il est possible, on fait des reconstructions immédiates. Elles se font par prothèse ou par expandeur, je crois que... Oui, c'est ce que j'ai eu moi. Voilà. Un expandeur, c'est une prothèse très très plate qu'on met juste après avoir enlevé le sein et qui après va être gonflée de façon à ce que la peau puisse s'expandre. D'accord, donc on garde sa propre peau, enfin on ne va pas chercher de la peau à un autre endroit. Voilà, ça c'est dans les cas où il n'y a pas de radiothérapie qui suit. S'il y a eu de la radiothérapie, dans ce cas, on peut être amené à aller chercher le muscle et la peau au niveau du dos, ce qui multiplie les cicatrices. Ivana, vous l'avez assez vite accepté, cette prothèse? Oui. D'abord, je n'avais pas vraiment le choix, donc je l'ai intégré plus qu'accepté. Et puis, oui, maintenant, j'y pense plus. En fait, je vis avec et voilà. Par contre, après, il y a quelques petits problèmes vestimentaires, techniques. Alors, on est toujours à la recherche de la chose qui est la mieux adaptée. Et je pense que là aussi, dans beaucoup de secteurs, il y a des choses qui apparaissent, nouvelles, les foulards pour les personnes qui perdent leurs cheveux, des sous-vêtements particuliers. Et je trouve que c'est très bien aussi. Oui, il y a quand même une évolution aussi chez les industriels pour permettre de garder sa féminité tout en ayant perdu ses cheveux. Oui. Ça, c'est important. Les techniques, donc on l'a dit, ont évolué. L'esthétique a pris une place importante. Et de quel autre traitement on dispose? Donc, on a parlé, il y a l'hormonothérapie, la radiothérapie. Toutes ces techniques, en fait, se complètent. Voilà, c'est ça, en fonction de chaque cas, quoi. Oui, c'est ça, sont nécessaires. Disons que le traitement initial, souvent, est la chirurgie. Et en premier, mais pas toujours en premier, parce que la tumeur, si elle est trop importante, on peut commencer par une chimiothérapie ou un traitement anti-hormonal en fonction de l'âge pour faire diminuer la tumeur et garder le sein. Mais la plupart du temps, c'est de la chirurgie et qui est complétée par de la chimiothérapie et de la radiothérapie et des comprimés. Donc il y a vraiment quand même plusieurs étapes. Au niveau du suivi, Ivana, vous passez des examens tous les ans, c'est ça? Oui, chaque année. Chaque année, écho, mammo, scanner ou IRM selon l'année. Donc chaque année, un mois avant, je commence à être un peu en stress. Puis après, je passe mes examens, mais ça, je les louperai. Après, ça s'intègre, ça devient une routine un oui, petit peu. c'est très important, quoi. Vraiment. Ça, c'est les examens classiques que les femmes doivent réaliser quand elles ont été traitées. Parce que quel est le risque de récidive? Est-ce que c'est courant? Alors, grâce au traitement que l'on propose, on essaie de mettre le risque de récidive au plus bas, mais on ne peut pas garantir, en tout cas dans le cancer du sein.
le risque de récidive n'est pas de 0. Et hélas, avec cette pathologie, il peut y avoir une récidive, même tardive, 20 ans, 25 ans après. Bon, certes, une récidive pas très importante, mais, Oui, mais bon. mais qui existe. Et c'est un cancer qui peut aussi toucher les hommes, très rarement, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est plus rare et surtout, le problème, c'est qu'on n'y pense pas. Voilà, on le met souvent sous le compte d'une gynécomastie et on dit qu'il est plus grave. Il est plus grave parce qu'il est détecté plus tard. Et on revient donc aussi parce que bon, il n'y a pas de dépistage pour les hommes. Mais le fait d'avoir eu dans sa famille un homme qui a été atteint d'un cancer du sein fait partie d'un facteur de risque de cancer du sein accru pour les femmes descendantes de cette personne. Et un mot sur l'origine. Aujourd'hui, on a peu d'éléments là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a des conseils qu'on peut donner, je ne sais pas, pour avoir une hygiène de vie, pratiquer du sport, qui font qu'on est peut-être moins susceptible d'avoir un cancer aujourd'hui? Alors, on essaie de trouver, on aimerait bien avoir un facteur de risque pour le cancer du sein, mais il n'y en a pas. Il y a certainement un facteur environnemental, parce qu'on s'aperçoit que dans certains pays, des femmes ont peu de cancer du sein, et quand elles sont déplacées, qu'elles vont vivre dans un pays qui a un taux de cancer du sein, eh bien, elles retrouvent le même risque. Donc, il y a bien un facteur environnemental. Là où on est plus à l'aise quand même, c'est pour essayer de diminuer le risque de récidive quand on a eu un cancer du sein. Là, il y a vraiment des études où il faut vraiment diminuer alcool, tabac. La pratique du sport est extrêmement importante. Par exemple, dans les vitamines, un taux de vitamine D, prendre la vitamine D régulièrement. Donc ça, il y a eu des études, ça a été tout à fait acté. Voilà, tout à fait prouvé. Dans l'alimentation, alors bon, je ne vais pas vous parler du curcuma, parce que le curcuma, il faudrait c'est plus de l'alimentation, c'est du gavage. Il faudrait prendre 4 cuillères à soupe par jour de curcuma. Mais par exemple, tout ce qui est chou, tout ce qui est brocoli, voilà, ça a été aussi prouvé. C'est des antioxydants, en fait. Voilà, ça fait partie des antioxydants. Ça permet au foie aussi d'éliminer toutes les hormones circulantes dans le corps. On a le soja aussi, c'est un peu particulier, le soja fermenté, ce qu'on trouve par exemple dans le tofu ou le miso. Voilà. D'accord. Merci en tout cas beaucoup à toutes les deux. L'émission donc touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver donc nos émissions sur notre site internet www.provenceazur-tv.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. En tout cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Santé.